prévenir, pardon, l'épuisement professionnel, prendre soin de soi pour mieux accompagner les enfants. Parce que oui, malheureusement, nos métiers de la petite enfance sont sujets à beaucoup de surcharge et du coup, risque d'épuisement. Et du coup, on va voir tout ça en détail. Alors, travailler auprès des enfants, c'est un métier qu'on choisit rarement par hasard ou par dépit, hein. C'est vraiment un métier souvent parce qu'on aime les relations humaines. On accueille énormément d'émotions, les émotions des enfants, celles aussi des parents, hein, qui sont souvent stressés de nous laisser la prunelle de leurs yeux, et parfois aussi celles de nos équipes. Quand on travaille, alors même tant qu'assistante maternelle, on peut être amené à travailler auprès d'autres professionnels, de croiser d'autres professionnels et du coup d'accueillir les émotions d'autres, professionnels. Et dans le rythme du quotidien, entre, les besoins des enfants, l'accueil des émotions, l'organisation, les absences, les attentes institutionnelles, les attentes des parents, et ben, on se rend compte que souvent on a peu de temps pour soi et que la place qu'on s'accorde, elle est vraiment très, très minime par rapport à la place qu'on accorde à tout le reste. Et du coup, malheureusement, parfois sans s'en rendre compte, progressivement, sans que du coup on s'en aperçoive, eh bien, cette accumulation, elle va nous amener vers une fatigue profonde, voire de l'épuisement. Et c'est justement pour prévenir cela que cet atelier existe aujourd'hui. Donc on va voir en détail, comment ça se manifeste et que faire en cas d'épuisement. Alors, qu'est-ce qu'on vit quand le quotidien devient trop lourd? Quand on est vraiment dans des phases d'épuisement? La première chose, ça va être une fatigue persistante, c'est-à-dire qu'on est fatigué tout le temps. On ressent de la fatigue dès le réveil, dès le matin. Le corps, il va continuer de se lever, il va avancer, mais il n'y a pas réellement une récupération. On ne se sent pas, d'énergie, on ne se sent pas l'élan. On le fait, mais plus de façon, on va dire, plus automatique. Il y a malheureusement aussi une perte de motivation. L'élan et l'enthousiasme, ils sont plus là. Petit à petit, ça laisse place à la lassitude. Il y a moins de motivation, moins d'idées et tout ce qu'on va mettre en place, ça va nous demander un effort. Ça va aussi se porter sur, ce qui se passe dans notre tête. Donc on va être plus irritable et on va être plus dans des tensions. Donc les émotions, quand, on est, dans un quotidien qui est lourd, et ben, les émotions, elles sont à fleur de peau. Et du coup, on va avoir des réactions qui vont être plus vives. Donc, on va, être plus, alors j'allais dire spontané, mais c'est positif, plus, imprévisible. On va plutôt le dire dans ce sens-là. Et du coup, des situations banales, elles peuvent devenir vraiment des grosses sources de tension. Alors que quand le quotidien n'est pas lourd, on peut gérer les petits imprévus tranquillement. Mais là, dans ces situations, tout devient tension et on est plus facilement irritable et on va plus facilement s'énerver ou accumuler le stress à l'intérieur. Et une impression de ne pas y arriver, de se dire: «Je suis impuissant, je suis nul». On est vraiment, on a vraiment en nous un sentiment d'être dépassé. On a l'impression que tout est trop lourd et on va douter de soi et de ses capacités. Alors qu'on fait tout pour que ça se passe au mieux. En fait, dans ces moments-là, on va donner tout le reste d'énergie qui nous reste. Et c'est là qu'on va partir dans l'épuisement professionnel. Du coup, on va voir vraiment de façon plus précise qu'est-ce que c'est que l'épuisement professionnel. Ça arrive suite à un stress qui est prolongé. C'est pour ça qu'on va parler de stress chronique. C'est-à-dire que le corps est en tension, puis le corps, à force d'être en tension, il va résister et il va s'épuiser. Du coup, quand on arrive à cette phase d'épuisement, ce n'est pas parce qu'on manque de compétences ni manque de vocation. Je le précise bien parce que c'est très important. C'est même particulièrement l'inverse. Du coup, on va parler de burn-out, burn-out professionnel. C'est un état de fatigue physique, émotionnelle et mentale. C'est quand on n'a plus de ressources pour faire face aux exigences de notre travail. Comme un téléphone portable, quand vous allez l'utiliser toute la journée sans jamais le recharger et en allant tout le temps sur les applications, bah, il va tenir. Mais au bout d'un moment, il va vous dire qu'il y a plus trop de batterie. Mais il tient toujours. Et puis au bout d'un moment, il se met en mode économie d'énergie et fin de journée, il s'éteint. Eh bien, pour notre corps, c'est un peu la même chose.
Donc, je vais vous expliquer les 3 phases à reconnaître dans le burn-out. La première phase, c'est l'alerte. Donc, on tient. Souvent, on minimise ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une fatigue qui est extrême. Le stress, il fait que augmenter, mais on pense: «Ça va aller, ça va aller». Donc ça, cette phase d'alerte, on l'a tous vécue, hein, tout parent la connaît. Quand on n'en peut plus, mais qu'on se dit: «De toute façon, on n'a pas le choix, on va continuer». Moi, tous les parents qui viennent me voir, en coaching parental, ils sont tous dans cette phase d'alerte. On fait appel à un professionnel en général quand tout va bien. Ils sont tous dans cette phase d'alerte. Donc ça, c'est la première phase. Mais en tant que professionnel, c'est une phase qu'on connaît bien, parce que, bah, voilà, dès qu'on est fatigué après un gros week-end ou une grosse semaine, ou une journée difficile, bah, on est, dans cette alerte où on se dit: «Allez, ça va aller, ça va aller». Le problème, c'est quand cette alerte, elle va perdurer. Et du coup, là, on va passer dans la deuxième phase du burn-out, c'est la résistance. La résistance, ça veut dire que le corps, il a pris. Donc, on va se suradapter en puisant dans toutes ses réserves et on va vider notre réservoir d'énergie, comme si on avait une petite pompe, une petite charge comme, une voiture qui a son essence et ben, en fait, petit à petit, la jauge va se vider. Donc le corps et le mental, ils vont encore réussir à tenir debout, mais c'est plutôt la perte de sens et le côté émotionnel qui va nous lâcher. On va s'occuper des enfants de façon mécanique. La seule issue pour continuer d'avancer quand on est dans cette deuxième phase de résistance, ça va être se couper émotionnellement, inconsciemment, hein, bien sûr, on le fait inconsciemment, mais de la zone de stress. Donc quand on fait un métier de bureau, pardon, un métier de bureau, on va se couper des mails, des projets, des appels téléphoniques, on va faire le minimum. Mais quand on est auprès d'enfants, eh bien, en fait, on va malheureusement se couper de ce qui nous stresse, eh bien, l'accueil émotionnel des enfants. Donc cette phase, elle est quand même très importante à repérer. Si vous-même ou vos collègues ou d'autres professionnels que vous croisez voyez qu'elles sont dans cette phase de résistance, c'est vraiment tirer la sonnette d'alarme parce que la troisième phase, les guette. Et la troisième phase, ça va être la phase où là, on va avoir plus de ressources, c'est l'épuisement. On est de moins en moins efficace et tout va nous demander un effort intense. Les ressources, elles sont épuisées. La personne, elle n'a plus de ressources et c'est la fatigue qui prend le dessus. Donc la fatigue, elle est intense à son maximum. On se sent découragé et on doute de ses capacités. On est en train, dans ces moments-là, on part en dépression et on est en train de renier tous ces accomplissements. Donc tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a fait aujourd'hui et tout ce qu'on va prévu de faire les jours et les semaines à venir. En fait, on est juste triste et mal et on s'enferme. Donc le burn-out, ce n'est pas la maladie des faibles. On pourrait se dire, c'est ceux qui ont une petite santé, c'est ceux qui s'écoutent. Pas du tout. C'est plutôt souvent des personnes qui sont très, très investies dans leur travail, qui sont engagées, qui sont consciencieuses et qui sont même parfois perfectionnistes, qui sont plus susceptibles de tomber dans cet épuisement professionnel. Celles qui donnent beaucoup, qui veulent bien faire et qui s'oublient et qui oublient du coup de s'économiser. Donc, je tenais vraiment à vous rappeler ces 3 phases pour que vous puissiez les repérer, savoir où vous en êtes. Si vous êtes dans la phase 1, c'est assez classique, mais n'essayez de ne pas tomber dans la phase 2 ou la phase 3. Et du coup, pour tout ça, je vais vous donner les petits signes à repérer et que faire pour éviter, de continuer à partir, dans la résistance. Alors, avant de parler des signes, on va déjà voir pourquoi, le métier de la petite enfance est un métier à risque. Déjà, on a une responsabilité constante. On est garant d'assurer la survie de ces enfants et au-delà de la survie, la sécurité physique et affective des enfants, mais à chaque instant. Donc, c'est un métier qui va nous demander pardon, une énorme vigilance, une énorme observation, une énorme disponibilité pour les enfants. Avec, au-delà de ça, un rythme en plus qui est très dense parce que les journées sont longues, elles sont très chargées, il y a plein de choses à faire et à proposer et on a peu de temps de récupération. Ça peut arriver que par moment, voilà, on s'autorise une petite pause le matin, la pause déj, mais des fois,
on n'a pas le temps ni pour une petite pause, ni pour une grande pause. Une énorme implication émotionnelle, donc ça je l'ai déjà dit au début, mais je trouve important de le renommer parce qu'en fait on accueille et on contient les émotions des enfants. Les enfants, ils débordent d'émotions. Leur cerveau est immature et ils sont emprunts aux tempêtes émotionnelles. Donc, à nous les adultes de les accompagner. Sans l'adulte, l'enfant ne peut pas il ne sait pas s'autoréguler. Donc il faut accueillir ces tempêtes émotionnelles. Il faut aussi accueillir les émotions des parents qui peuvent être, très stressés, très fatigués, très en demande et aussi parfois, celles de l'équipe et du coup, ça va nous demander un self control qui est énorme parce que nous aussi, on peut avoir des émotions qui sont fortes, hein. Souvent les pros de la petite enfance sont aussi des personnes très sensibles, donc qui ont les émotions qui peuvent déjà naturellement être à fleur de peau. Donc l'implication émotionnelle, c'est pour moi un facteur qui est énorme. Il y a la pression institutionnelle. Donc c'est en fonction de son cadre de travail. Qu'on soit à la maison ou dans une structure, il y a un cadre institutionnel à respecter. Il y a des exigences, il y a des protocoles, il y a une posture professionnelle. On ne peut pas, être, à s'allonger, à prendre son téléphone et à s'autoriser une pause de 10 minutes. Non, on est dans notre cadre professionnel, donc il y a des exigences et une pression et une tenue professionnelle à adopter. Et il y a les attentes multiples. Donc les besoins de chacun, aussi bien des enfants que des familles. Il y a aussi, les attentes de la hiérarchie. Donc il y a plein de choses qui arrivent dans la journée, au-delà de notre responsabilité, d'accompagner et de surveiller les enfants. Il y a aussi énormément de choses. Donc ça, c'est aussi important, je trouve, de le transmettre aux personnes, un petit peu extérieures au métier. Je pense notamment à vos conjoints, vos conjointes, quand le week-end, voilà, vous avez besoin de temps de repos, qui se rendent compte aussi que, en fait, dans notre métier de la petite enfance, on n'a pas de temps de pause dans la journée où on ne peut pas, à un moment, être sur son ordinateur et un peu partir dans sa tête pendant 5 minutes. Non, il y a vraiment beaucoup d'exigences qui font que c'est un métier qui est vraiment à risque. Et du coup, maintenant, on va parler des signaux d'alerte. Donc, c'est très important de les connaître pour pouvoir, les repérer et pouvoir mettre en place des choses. Donc la première chose, hein, je vous ai dit, dans la phase 1, ça va être une fatigue énorme. On se sent épuisé, même si on fait des petites siestes ou on se repose, malgré le repos, on sent qu'il y a une fatigue qui est chronique et qui est tout le temps là. Le sommeil, il est agité, il est pas réparateur. On a des nuits agitées, on se réveille souvent la nuit, on peut repenser au travail. «Oh, comment je vais faire pour gérer ce problème avec les 2 personnes avec qui je travaille?» ou «Avec cet enfant qui bouge beaucoup, qu'est-ce que je vais lui proposer demain?» ou alors «Ce parent qui nous a demandé ça et comment lui dire que je peux pas?» Voilà, ça peut, nous empêcher de dormir et du coup, alors au-delà du fait de penser au travail, on peut aussi avoir un sommeil agité, et mal dormir, sans penser au travail, mais c'est pas, quelque chose qui va nous permettre de récupérer. On peut avoir une perte de patience et on va réagir fortement à toutes les petites contrariétés. Ça, je vous l'ai dit aussi, c'est les tensions, parce qu'en fait, c'est nos émotions qui sont à fleur de peau, et du coup, quand on est dans la phase de résistance, la deuxième phase, la moindre petite chose va enfin même la troisième phase, c'est entre la deuxième et la troisième, mais la moindre petite chose va nous faire surréagir. Par exemple, vous allez aux toilettes et là, la collègue n'a pas remplacé le papier toilette. Oh! Tout de suite, ça nous tend. Ou Joachim qui a perdu pour la troisième fois sa tétine, il faut rechercher, il faut retourner toute la section. Si on est plein d'énergie, que tout va bien, pas de problème, allez, je vais à la recherche de la tétine de Joachim. Par contre, si on n'en peut plus, eh bien là, c'est: «Oh non, les bras nous en tombent, encore, on a perdu la tétine». Autre point, le désengagement émotionnel. Donc ça aussi, je vous en ai parlé, c'est quand on va se couper émotionnellement. Donc on se débranche peu à peu de son travail. Donc quand on est dans un métier où il y a pas les enfants, on va se débrancher de nos dossiers, mais avec les enfants, le problème, c'est qu'on va se débrancher, détacher, ouais, on va dire plutôt détacher que débrancher. On va se détacher des enfants. Du coup, on peut donner un biberon, mais sans regarder l'enfant, lui parler, avoir le ton. On va plutôt donner le biberon en regardant à droite, à gauche. Après, pareil, on va les accompagner au change et on va faire mécaniquement le change de la couche. Après, on va les endormir et pareil, on va pas les regarder, on va pas sourire. Et du coup, c'est comme ça qu'on est dans un désengagement émotionnel.
Un autre signe, ce sont les douleurs, des douleurs physiques, mal de dos, migraine, tension. Le corps est en train de nous parler, le corps est en train de nous donner l'alarme. Attention, moi je sais que je vais avoir des tensions dans le cou et du coup je le sentais. Quand là, il y avait 2 petits points de pression, je savais que là, c'était le moment où il fallait que je ralentisse et que j'organise moins de choses et que je prenne plus attention à mon énergie. Une baisse de motivation, sentiment, on a un sentiment de lassitude, tout devient lourd, tout devient pesant. Une difficulté, à se concentrer, donc on se sent, dispersé. On n'arrive plus à donner vraiment une attention conjointe, heu et on est incapable de rester focus. Par exemple, on est en train de faire une activité pâte à modeler, eh bien, on répond plus aux sollicitations. On est là, on est un peu un fantôme, l'ombre de nous-mêmes et on peut se mettre dans ces moments-là à être, beaucoup dans l'action. On va beaucoup bouger, pour éviter justement, de s'alourdir, mais ça ne veut pas dire qu'on a de l'énergie. Vous voyez, un enfant quand il est très fatigué, eh bien, en fait, il va être, dans des moments où il va beaucoup courir. Mais ça ne veut pas dire qu'il a de l'énergie, ça veut dire justement que là, il n'arrive plus à se concentrer. Du coup, ça peut nous arriver à nous aussi. Perte de plaisir, donc ça, c'est l'élément énorme. Moi, beaucoup de parents, du coup, viennent me consulter, parce que, bah, ils ont plus de plaisir à être avec leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment, un point qui est pour moi essentiel, de se dire que ce qui était avant joyeux ou stimulant, et ben, ça devient contraignant. Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte, que j'étais en burn-out professionnel. Une de mes collègues, est venue me voir pour me parler d'un projet. Je crois que c'était autour d'une activité manuelle, je ne sais plus exactement et elle est venue me parler, elle me présente son projet, heu et en fait, à ce moment-là, je l'écoute mais je réponds: «Oh bah, si tu veux», mais d'un ton et elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe Marie? Je ne te reconnais pas». Alors à l'époque, j'étais pas encore éduque, j'étais auxiliaire, mais moi je prenais tous les projets à bras le corps, toujours motivée et là, aucun plaisir n'est venu et c'est vrai quand elle m'a dit cette phrase: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Je savais que j'avais déjà une fatigue très forte en moi, mais là, cette notion de plaisir, je n'ai même plus plaisir à organiser des temps créatifs ou des projets, ça a été, la révélation. Et l'impression d'être en pilote automatique, donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, quelque chose aussi de très, très important. Donc on agit sans vraiment ressentir ni profiter du moment. Par exemple, on est auprès des enfants, ils sont en parcours moteur ou en train de sauter dans la piscine à balles et ben, on est là, on est assis, on les regarde et on a le regard dans le vide. Donc s'ils nous parlent, nous disent: «Ah regarde, je fais ça». «Oui, oui, je vois». On va leur répondre, mais de façon automatique. On va plus avoir: «Oh waouh, tu as fait un saut! Oh ouais, je vois, tu as récupéré des balles, tu les as mis dans la petite caisse». Non, on n'est plus dans cette interaction, on est en pilote automatique et on va répondre parce qu'on est sur son lieu de travail. Mais si on était à la maison avec nos propres enfants, on ferait: «Mmh». On ne serait plus du tout dans une disponibilité. Donc voilà les signes, les plus importants. Il y en a certainement d'autres, hein, mais c'est pour moi ceux qui reflètent le plus, l'état, malheureusement qu'on peut plonger vers l'épuisement. Donc repérer ces signes, ça va être essentiel, parce que ça va être les premiers indicateurs, les premiers indices que notre équilibre est fragilisé et du coup, plus on va les identifier tôt, plus il va être possible d'agir et d'éviter que tout. Donc moi, par exemple, quand j'ai repéré qu'il y avait plus de plaisir, bah, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec mon médecin pour voir, bah, qu'est-ce que je pouvais faire pour mieux dormir, pour récupérer et pour retrouver mon énergie. Et on va voir aussi des situations à risque parce qu'au-delà de, ces signes, il y a des situations particulières qui peuvent, encore plus nous amener vers l'épuisement professionnel. Le premier, c'est la surcharge de travail. Quand on a énormément de tâches à faire qui s'accumulent. Je pense, dans les petites structures, dans les micro-crèches où on fait tout en même temps et que tout le monde va faire toutes les tâches. Donc les tâches vont s'accumuler et il va être difficile de tout gérer sans s'épuiser. Donc, la surcharge de travail où les missions ne sont pas vraiment repérées ou même, hein, quand on est à la maison, en tant qu'assistante maternelle, on se met énormément de charges de travail avec beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place et ben, du coup, tout s'accumule et il va être difficile de tout gérer en même temps. Quand on a une difficulté à dire non, ça veut dire qu'on va trop accepter et on va dire oui un peu à tout et c'est souvent par peur.
de décevoir l'autre, par peur du conflit ou par peur de manquer. Du coup, quand on dit oui à tout, eh bien, c'est très difficile de tenir ses engagements. Et du coup, le corps va être en tension parce qu'en fait, à fin de journée, ben, on s'est dit: «Ah, moi j'avais dit que je ferais ça avec ce parent. Oh là là, j'ai dit à cet enfant que je lui raconterais cette histoire. Oh et puis j'avais dit que je changerais les jeux. Oh» et donc du coup, il va être très difficile de tenir ses engagements. Le manque de soutien, l'absence de soutien, de conversation, aussi bien, hein, qu'on soit seul chez soi ou en équipe, des fois on peut se sentir très seul aussi en équipe, parce qu'on ne partage pas les valeurs, il y a pas de cohésion d'équipe ou on se sent exclu, de cette équipe, même si on partage les valeurs. Bah, l'absence d'écoute et de ressources, ça isole et ça nous épuise parce qu'on est des êtres de relation. On prend notre énergie en en étant solidaires les uns avec les autres. Donc le manque de soutien, c'est une vraie situation à risque. D'avoir mis des frontières floues entre le pro et le perso ou alors de n'avoir pas mis, de frontières du tout, donc que tout soit flou. Et bien que le travail déborde sur la vie personnelle, laissant, peu de temps pour soi. Donc quand on travaille, chez soi et que le soir ou même qu'on travaille en structure, hein, mais que le soir on fait des découpages, on organise des activités pour le lendemain ou quand on va faire des courses, on pense à, qu'est-ce que je pourrais, acheter, comme matériel pour faire avec les enfants et que du coup on est tout le temps en train de penser au travail et bien du coup on n'est pas vraiment disponible à soi et à sa famille. Je pense à ceux aussi qui travaillent, et qui habitent, pardon, à côté de là où ils travaillent. Bah, souvent, ils peuvent croiser les parents et là, une conversation peut arriver, le parent qui nous confie quelque chose et là, on est encore en soutien à la parentalité, dans la coéducation et du coup, on n'a pas mis cette barrière en disant: «Bah, écoutez, on en parlera demain». Et vraiment de positionner son cadre et d'accepter que, bah, voilà, là, je ne suis plus sur mon cadre professionnel et je pense à moi d'abord. Et le manque de reconnaissance. Ne pas se sentir valorisé dans ses efforts, ça amène vraiment de l'épuisement. Ça fragilise notre motivation. On va ressentir de la reconnaissance souvent auprès des enfants qui viennent nous faire un sourire, un câlin. Des fois, ils viennent pas, mais c'est essentiel pour qu'on se sente motivé et qu'on redonne de l'énergie. Donc, si on n'a pas de reconnaissance de la part ni des familles, ni de notre équipe, ni de notre hiérarchie, pardon, ça peut être vraiment quelque chose qui va être à risque. Donc c'est important d'être aussi dans un cadre de travail où on se sent reconnu et valorisé. Il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de ça, nous aussi les adultes, on a besoin de ça. Donc identifier ces situations à risque, c'est déjà commencer à se protéger. Oui, je dis bien se protéger parce que c'est des choses qui peuvent vraiment amener après plein de facteurs de risque. Et quand on repère qu'il y a quelque chose dans ces situations qui peut être dans notre cadre de travail, et bien d'essayer de reprendre le contrôle dessus et de réorganiser, de retravailler dessus pour pas perdre son énergie. Alors, maintenant, on va voir pourquoi prendre soin de soi est essentiel. Parce qu'on sait qu'il faut prendre soin des enfants, mais pourquoi on doit prendre soin de nous en tant que professionnels? La première chose, ça va être pour la santé. Parce que si on accumule de la fatigue et du stress sans faire de pause, eh bien le corps, il va finir par souffrir. Donc, je vous l'ai dit, hein, dans les facteurs, mal de dos, tension dans les épaules, migraine. Et en plus du corps, il va avoir aussi la tête qui va se fatiguer parce qu'on va être plus anxieux, plus irritable, plus incontrôlable. Et du coup, après, on va culpabiliser et s'en vouloir de s'être énervé, de ne pas avoir été patient. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux. Donc, prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps, faire attention à son sommeil, à sa nutrition, c'est hyper important. Prendre soin de soi, ça va être essentiel aussi pour durer dans le métier. C'est un métier où il va falloir beaucoup d'endurance. Donc, se préserver, c'est la clé pour durer. Prendre soin de vous, vous pouvez traverser des périodes qui sont plus difficiles sans vous épuiser et continuer de travailler avec de la motivation. Donc, c'est essentiel, même dans des moments où vous sentez que vous êtes en forme physique, de quand même se préserver parce que on ne sait pas ce qui nous arrive la semaine prochaine. S'il y a par exemple une épidémie de pieds-mains-bouches, où tous les enfants ont besoin des bras, sont chouin-chouin, il faut désinfecter tous les jeux, et bien en fait, là, dans cette période, si la semaine d'avant, vous n'avez pas pris soin de vous, et bien là, vous allez peut-être partir dans une phase où vous n'allez plus avoir d'énergie. Il va être aussi important de prendre soin de soi pour offrir une présence
qualitative aux enfants. Si on prend soin de soi, on va rester plus disponible avec les enfants. Quand on est bien, quand on est reposé, quand on est tranquille, eh ben notre présence, elle va être plus calme, plus bienveillante auprès des enfants. Et enfin, se préserver, ce n'est pas être égoïste. Parce que souvent, malheureusement, c'est un peu une croyance populaire que si on pense à soi, eh ben, c'est qu'on est égoïste. Pas du tout. C'est un acte de responsabilité. Vraiment, c'est de votre responsabilité de prendre soin de vous. En prenant soin de vous, cela va permettre de donner le meilleur aux enfants et donner le meilleur à vos équipes. Donc, se préserver, c'est continuer de donner aux autres, mais de manière durable et de manière qualitative. Et maintenant, on va voir comment on fait pour se préserver. Alors, première chose, ça va être de gérer son énergie au quotidien. Donc, l'épuisement, il arrive quand il y a un déséquilibre entre nos ressources, donc ce dont on dispose nous-mêmes en tant que professionnels, et les agents stresseurs auxquels on doit faire face. Donc, c'est dès qu'il y a un déséquilibre. Je vais vous donner une image avec un verre. Imaginez, enfin imaginez pas, du coup je l'ai sous la main, un verre. Donc, les ressources, ça va être l'eau qu'il y a dans le verre. Donc, toutes ces ressources que vous disposez, votre patience, votre créativité, toutes vos compétences, votre énergie, c'est les ressources. Le stress, les exigences du quotidien, on va imaginer que c'est des petites gouttes d'eau qui tombent dans le verre. Donc, les cris des enfants, la demande des parents, j'ai perdu le doudou, il y a un épisode de gastro, ma directrice me demande de changer d'horaire, tout. Vous voyez toutes ces petites gouttes qui arrivent, on ne sait pas à quelle fréquence, mais elles arrivent. Tant que le verre n'est pas plein, tout va bien. Donc là, on peut me rajouter, voilà, une bonne, vingtaine de gouttes, tout va bien. Mais au bout d'un moment, le verre peut déborder et c'est là, on va dire que le corps et l'esprit ne peuvent plus gérer. C'est à ce moment-là qu'on va tomber dans l'épuisement. Donc l'objectif, ça va être de recréer un équilibre entre nos ressources et les agents stresseurs qui peuvent arriver à tout moment. Du coup, pour éviter de tomber dans l'épuisement, il faut un équilibre. Et c'est pour ça qu'il va être essentiel d'identifier nos ressources et nos agents stresseurs et prendre le temps d'y réfléchir. Parce que c'est pas quand on est dans le quotidien qu'on réfléchit concrètement à nos agents stresseurs. C'est plutôt quand on n'est plus auprès des enfants, le week-end, le soir, qu'on peut se poser et se dire: «Alors qu'est-ce qui est un agent ressource et qu'est-ce qui est un agent stresseur?» Moi, je fais ça quand j'accompagne des familles dans le burn-out, enfin en burn-out, pardon. Je bois un tout petit peu, un peu mes ressources, mais j'en ai besoin. Alors, déjà, première chose, ça va être d'identifier ce qui vous recharge. Donc, c'est repérer ce qui vous fait du bien et qui vous donne de l'énergie en quelques minutes. Ça peut être lire une histoire aux enfants. Si vous êtes une bonne conteuse et que vous prenez beaucoup de plaisir à lire un livre, bah, ça peut vous recharger. Aller dehors avec les enfants, être en plein air, un moment de silence en fin de journée. Moi, ce que je faisais souvent, je leur mettais des petites lumières. J'éteignais la lumière et on mettait des petites lumières et là, les enfants se posaient. Ou un peu de musique, une musique douce, une musique classique, un temps de jeu individuel. Fin de journée, il vous reste 3, 4 enfants et bien vous leur proposez chacun un jeu, une petite panière individuelle. Nous, on avait, dans ma dernière structure des jeux, avec des petites choses qui s'empilaient et bien, en fait, on en avait 3 donc dès que j'avais plus que 3 enfants, bah, chacun dans un espace, limité avec un petit tapis. Comme ça, ils étaient concentrés sur leur jeu pendant 15 minutes et là, c'était un moment récréatif, enfin récréatif, plutôt tranquille. Un petit temps de relaxation avec des balles sensorielles. Vous vous allongez, les enfants passent une petite voiture sur vous, vous passez sur eux. Un petit thé, un petit café, vous prenez 5 minutes le matin. Si vous êtes à 6 heures du matin en crèche, ça va être plus difficile, mais voilà, de dire aux enfants: «Là, je reste debout, je bois mon petit thé, mais je suis disponible pour vous». Mais voilà, c'est un petit moment où vous avez un petit plaisir. Ou échanger avec une collègue ressource. Aller 5 minutes dans la section d'à côté, voir sa collègue, la prendre dans les bras, lui faire un sourire ou si vous êtes seul à la maison, un petit texto à une collègue
que vous savez qu'il y a toujours des bonnes idées ou qui va vous remonter le moral ou qui va vous mettre un petit smiley. Essayez de vraiment faire une liste de tout ce qui vous recharge et tout ce qui va vous donner de l'énergie. Et ensuite, repérez aussi tout ce qui vous vide. Prenez conscience des situations et des tâches qui vous fatiguent et qui vous stressent inutilement. Comme par exemple, ne pas prendre de pause, le fait de toujours prendre sur soi et de ne jamais exprimer ses émotions ou ses besoins, le fait de dire oui à toute sollicitation, le fait d'aller au parc qui est trop loin de la maison, qui a trop de danger, le fait d'organiser 2 ateliers créatifs dans la même journée, le fait de ranger 6 fois toute la pièce, le fait de gérer les tensions entre les membres de l'équipe. Là, je parle pour moi. Le fait d'être en surcharge sensorielle, ça aussi je parle pour moi. Par exemple, là, pour la surcharge sensorielle, moi il y avait une structure où il y avait une pièce, où c'était là où on faisait les accueils du soir. Il y avait une ampoule qui était très, très lumineuse et du coup, moi, je suis sensible à la lumière, surtout en fin de journée, et bien, ce que j'avais mis en place quand, j'étais dans cette salle avec les enfants, et bien, je prenais des draps et je faisais des cabanes et je proposais aux enfants de venir lire une histoire sous la cabane. Comme ça, il y avait moins de stimulation visuelle et il y avait pas cette ampoule. Donc, si vous sentez que voilà, vous êtes très sensible, à tout ce qui est sensoriel et de le noter, de voir qu'est-ce qui vous vide et qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là. Et du coup, ça va être d'ajuster votre rythme. Donc de réorganiser la journée et d'alterner des moments exigeants, des moments plus légers. D'accepter de ne pas tout faire parfaitement, de ne pas toujours être en train d'anticiper, de tout ranger, de laisser des fois. Bah, il y a un peu le bazar, bah, c'est OK, parce que là, j'ai juste besoin que ce soit tranquille et d'être posée auprès des enfants. Par exemple, après le repas, de pas tout de suite passer à: «Il faut les déshabiller, il faut les accompagner», à la sieste, parce qu'en fait, vous êtes encore dans des tâches. Peut-être prévoir un petit moment de jeu libre, tranquille, où les enfants sortent du repas. En plus, les enfants en auront besoin parce qu'ils auront, besoin de décharger et de bouger parce qu'ils seront restés assis pendant bien 20 minutes. Donc du coup, voilà, d'essayer de réajuster ces petits moments. Pendant le temps d'échange, peut-être de proposer un petit livre CD, heu, à l'enfant qui est le plus grand, qui tient le livre, comme, Roule Galette, Coco et la confiture, des petites choses comme ça, où vous savez que les enfants vont être posés pendant que vous êtes en train de vous activer à une tâche, bah, qui va demander une vraie disponibilité. Et pas, par exemple, si vous faites l'échange, vous sortez des nouveaux jeux où là, vous savez qu'il peut y avoir des disputes. Non, ça va être d'anticiper et de prévoir des choses qui vont pouvoir mieux s'organiser les unes avec les autres. Par exemple, le lever de sieste, les enfants sont tranquilles. Peut-être ne pas tout de suite proposer une activité, mais peut-être ranger le bazar du matin parce que pendant votre pause déjeuner, bah, vous vous êtes reposé, vous avez pris soin de vous et c'est super. Et le dernier point, les petits changements qui peuvent avoir des grands effets. On le dit, hein, c'est pas besoin de faire des énormes changements, des fois des petites choses. Par exemple, écrire tout ce qui a été pesant dans la journée, avant de rentrer chez toi ou alors avant de s'occuper de ses propres enfants. Mais voilà, déposer dans un cahier, au lieu que ça reste en charge mentale. Dire non à une demande de trop. Donc c'est des petits gestes qui peuvent préserver notre énergie et c'est vital. Je pense aussi, par exemple, les enfants s'agitent, ben, on s'assoit, on les regarde. Ou un enfant qui est en difficulté, ben, on se lève. Juste de changer sa posture physique, de prendre 2 minutes de respiration avant de rentrer dans la section ou de s'autoriser à lever le pied, à faire moins de choses sans culpabiliser. Cet après-midi, je sens que je suis fatiguée, ben, je ne vais pas mettre en place d'activité dirigée et je vais laisser les enfants en jeu libre ou alors je vais, juste, sortir, 3 caisses de jeux et même si c'est un peu le bazar, c'est pas grave. Là, j'ai juste besoin de ne pas être sans cesse en train de me lever. Donc c'est vraiment opérer des petits changements, mais qui vont progressivement vous permettre de retrouver votre énergie. Poser ses limites, c'est indispensable parce que ça nous permet de nous respecter nous-mêmes. La première chose, c'est dire non sans culpabiliser. Donc, je l'ai déjà dit, mais ça, je reparle parce que j'ai même animé un atelier sur le sujet. D'ailleurs, si c'est vraiment un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à aller le rechercher. J'ai vu qu'il était sur YouTube, hein, c'est juste oser dire non, je crois, le titre de l'atelier. Mais refuser, ça permet vraiment de protéger son énergie. C'est indispensable de savoir dire non, surtout quand on est dans un métier aussi exigeant que les métiers de la petite enfance.
Si par exemple, vous avez une collègue qui vous demande de changer d'horaire, qui a besoin de votre matin et que vous, vous sentez que vous êtes épuisé, que vous avez besoin vraiment d'être du matin pour pouvoir vous reposer l'après-midi, eh bien, vous pouvez vraiment lui dire non. Après ça s'encadre, c'est de dire: «Je comprends, je vois vraiment que tu as besoin de changer d'horaire. Par contre, pour moi, ça va pas être possible cette semaine-là. Je suis épuisée, j'ai vraiment besoin de ce temps-là parce que j'ai d'autres préoccupations en ce moment». Et vous pourrez proposer une alternative. Tu peux peut-être demander à Sophie ou si tu veux, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on peut voir pour un changement d'horaire. Mais pas là en ce moment, je suis vraiment désolée. Vous voyez, c'est OK de dire non, mais de bien, organiser et pas de dire: «Non, non, mais c'est pas possible, tu me demandes encore ça». De pas souffler, d'être en tension, mais plutôt d'être dans, une communication, hem, bienveillante. Clarifier son cadre professionnel. C'est définir clairement ses missions et ses responsabilités. Ça évite, d'avoir des attentes irréalistes, ou des demandes, un peu confuses. Moi, j'ai par exemple une personne que j'accompagne en analyse des pratiques. Sa directrice lui a demandé de faire une adaptation d'une famille étrangère, du coup, en anglais. Donc, bah, elle a dit qu'elle n'était pas en capacité de le faire, elle a essayé et du coup, sa directrice est venue lui demander d'apprendre l'anglais pendant son temps de pause. Eh bien, elle a clarifié son cadre en disant: «Je suis désolée, mais ça ne fait pas partie de mes missions. Je n'avais pas mis dans mon CV que, je parlais anglais, donc je refuse, de prendre mon temps de pause pour apprendre l'anglais». Elle a clarifié son cadre pro et elle l'a posé très clairement et très simplement, sans s'énerver, mais en montrant que ça ne fait pas partie de ses compétences. Mais ça, c'est la même chose, clarifier son cadre avec les parents, avec l'équipe et avec les enfants. Et d'exprimer ses besoins. Ça va être hyper important aussi de parler ouvertement de ce dont vous avez besoin. Alors déjà, il faut avoir conscience de quoi on a besoin. C'est déjà la première étape, mais une fois qu'on sait, eh bien, ça va être essentiel de le dire aux autres pour qu'on puisse avoir un soutien efficace. Par exemple, hem moi, je revois une structure où malheureusement, on n'avait pas une pièce dédiée pour mettre en place des ateliers d'éveil. Donc quand on les mettait en place, c'était voir qui, avait vu sur la section. Donc les enfants qui étaient en atelier créatif, ils n'étaient pas dans une petite pièce tranquille. Du coup, souvent que moi, quand je proposais une activité, eh ben, il y a plusieurs enfants devant la petite barrière qui crient, qui pleurent parce qu'ils ont envie de venir à l'atelier. Eh bien, du coup, chaque fois que je mettais en place une activité, je demandais à la collègue qui restait avec le groupe de proposer un jeu et de structurer l'ambiance du groupe pour éviter que les enfants qui sont en atelier manuel aient cette surstimulation sensorielle de cris, de pleurs et qu'ils puissent se concentrer et avoir un moment propice créatif. Donc, j'ai exprimé clairement mon besoin. J'ai besoin que tu occupes le groupe et que tu les gères pour pas que, il y ait ces interactions difficiles. Et je repense aussi à une autre situation que j'ai déjà partagée ici, mais, c'est vraiment, une situation qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Il y avait un petit garçon qui m'avait demandé, une histoire et c'était une après-midi très dense où j'avais mis en place plein de choses et quand il est venu avec son livre, je lui ai dit: «Bah, là, je ne peux pas, je suis très fatiguée, j'ai besoin de 2 minutes pour me reposer». Donc vous voyez, j'ai exprimé mon besoin. Eh bien, cet enfant est parti jouer et au bout de quelques secondes, hein, je pense 20 ou 30 secondes, vous savez bien, les enfants n'ont pas la notion de temps, il est venu, il m'a dit: «C'est bon Marie, tu es reposée?» Il a mis sa petite main sur mon épaule. Je revois, hein, son petit geste, sa petite tête trop mignonne. Eh bien là, oui, en fait, je n'avais pas eu le temps de me reposer, mais le fait qu'il ait respecté mon besoin, à la hauteur de ses capacités, je lui ai dit: «Oui, viens t'installer, on va regarder le livre». Mais vous voyez, c'est en exprimant ses besoins que petit à petit, les personnes autour vont pouvoir, nous prendre en compte et respecter nos limites. Prendre soin de soi concrètement. Donc, comment on fait vraiment? Au-delà de déjà de s'autoriser des micro-pauses. Des micro-pauses, on peut être, dans la section ou dans la pièce de vie avec les enfants. C'est déjà d'apprendre à respirer profondément. Ça nous permet de nous recentrer sur nous, de retrouver notre puissance, notre énergie et on peut le faire même au milieu des enfants. Donc de prendre quelques respirations profondes. Une micro-pause, ça peut être: «Je m'assois aussi quelques minutes. Je vais boire un verre d'eau». Décharger mentalement, donc ne pas ruminer.
Noter nos idées, les tâches qu'on a réalisées, les tâches qu'on a encore à faire, nos préoccupations, faire comme une to-do list pour ne pas garder en tête tout ce que on doit encore faire, ça peut alléger notre esprit. Demander de l'aide, oui, nous ne sommes pas des Wonder Woman, des Superman. Reconnaître que l'on ne peut pas tout gérer seul, c'est normal. C'est une charge énorme de s'occuper d'enfants de moins de 3 ans. Donc, d'expliquer que là, on est fatigué ou qu'on ne sait pas comment gérer la situation, c'est montrer notre humanité et montrer qu'on a besoin de soutien. Et ça ne veut pas dire qu'on est défaillant ou qu'on n'est pas compétent. C'est, juste connaître ses limites et là, de dire: «Bah, là, pour cette situation, je ne sais pas comment gérer» ou «Là, ça, c'est hors de mon champ de compétences» ou «Ça, c'est trop difficile en ce moment». Se reconnecter à ses ressources. Donc faites ce qui vous amène du bien-être. Vraiment réfléchissez à: «Qu'est-ce que je peux mettre en place auprès des enfants qui m'amène du positif et où j'ai plaisir à être avec eux?» Danser, écouter de la musique, faire des jeux qui vous intéressent. Si vous êtes plus sur des jeux cognitifs, des petits lotos, bah, proposez plus de jeux cognitifs. Si vous êtes plus dans le moteur, proposez des petits jeux sportifs, des cerceaux, des cache-cache. Si vous êtes plus dans le manuel, proposez plus d'activités manuelles. Si vous aimez les activités de sophrologie, de yoga, organisez ça, de la cuisine. Essayez de vous reconnecter à vos ressources et de les proposer pour avoir plaisir à être auprès des enfants. Autre chose importante, écoutez son corps. Soyez attentif à la fatigue, à toute manifestation de tension, de douleur, parce qu'ils indiquent qu'il est temps de ralentir, il est temps de se poser, il est temps de s'écouter, il est temps de respirer. Et avoir des vrais temps de récupération en dehors de son travail. Donc planifier des rendez-vous avec vous-même. Vous êtes une personne très importante. Donc vous avez besoin de, de ressources. Donc planifier des moments où vous faites du sport, où vous voyez vos copines, où vous allez au restaurant, où vous allez en week-end, où vous faites la sieste tout simplement, vous allez vous faire masser, mais des vrais temps de récupération, où vous allez recharger vos batteries sans culpabiliser. C'est essentiel car pour prendre soin des enfants, il faut commencer par soi. Donc votre rôle compte, votre présence, elle fait la différence. Chaque geste, chaque regard que vous allez porter sur les enfants, chaque parole, chaque sourire va permettre à l'enfant de se développer harmonieusement et de se sentir respecté. Vous êtes un repère pour les enfants. Votre stabilité et votre attention vont leur apporter énormément de sécurité et de confiance. Et votre bien-être est une priorité. Pour continuer à être disponible, pour continuer à être un phare présent, éclairant, soutenant pour les petits, il est essentiel de prendre soin de vous. Je l'ai dit, mais je le redis, quand on est reposé, on va avoir plus d'énergie, donc on va offrir une posture plus patiente, plus attentive, plus responsable, plus bienveillant, plus bienveilleur, plus médiateur, pardon. Rappelez-vous que votre bien-être, c'est la clé pour continuer à accompagner les enfants avec le cœur. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas s'éloigner des enfants, c'est leur offrir le meilleur de nous-mêmes.